La présence de Juifs sur le territoire de la Belgique actuelle est quasi continue depuis le XIIIe siècle. L'antisémitisme aussi. En 1370, les Juifs de Bruxelles, accusés d'avoir profané les hosties du Saint-Sacrement, sont massacrés ou expulsés. C'est surtout au XIXe siècle que la population juive augmente sur le territoire de la future Belgique. Le culte israélite est reconnu tant par le Royaume des Pays-Bas de 1815 que par la Belgique de 1830. Colporteurs ou marchands ambulants, maroquiniers, fourreurs, propriétaires de petits commerces d'alimentation et de confection, il y a 1 millier de Juifs sur le territoire belge au moment de l'indépendance. À partir de 1830, de grandes figures de la communauté juive s'illustrent et œuvrent à l'édification du pays. Mais jusqu'en 1914 arrivent aussi en Belgique des émigrants de Pologne et de Russie, dont beaucoup veulent rejoindre l'Amérique via le port d'Anvers. Lors de la guerre de 1914, de nombreux soldats juifs meurent au front. D'autres reviennent, portant fièrement leur décoration d'anciens combattants. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la population juive atteint environ 70 000 personnes. Leur parcours, leurs origines géographiques et leur milieu social sont souvent très différents. Certains sont religieux, d'autres non. Certains sont fortunés et belges depuis plusieurs générations, d'autres viennent d'arriver. Cela dit, comment et pourquoi l'extermination massive des Juifs de Belgique entre 1942 et 1944 a-t-elle été rendue possible ? Dès la fin du XIXe siècle, l'antisémitisme se développe à nouveau, surtout dans les cercles catholiques. Dans les années 30, il se répand dans différents milieux belges et est accentué par la prise de pouvoir par les nazis en Allemagne en 1933, par un contexte de crise économique et par l'arrivée de nouveaux immigrants. Les Juifs qui fuient l'Allemagne nazie se retrouvent pour beaucoup à Anvers, puis à Bruxelles. Or, s'il existe en Belgique un statut de réfugié politique, il n'y en a pas pour les victimes de persécutions raciales. On se trouve devant un vide juridique. Le problème de ces réfugiés prend vite une dimension internationale. Nombre de pays ferment leurs portes. Et en Belgique, si les persécutions que subissent les Juifs en Allemagne provoquent l'indignation, l'afflux massif de réfugiés allemands alimente aussi les craintes et la xénophobie. À l'été 1938, la Belgique crée des camps d'hébergement comme celui de Merksplas, destinés à accueillir des hommes dits israélites. Les réfugiés ne peuvent pas en sortir et sont soumis à un régime quasiment militaire. Pour les autorités belges, l'immigration, problème économique et social, devient un problème de sécurité nationale. À partir de juillet 1939, plus un seul juif ne pourra entrer en Belgique ni au Congo. Pendant la drôle de guerre, la politique de rejet des étrangers donne au ministre de la Justice le droit de révoquer tous les permis de séjour et d'interner les étrangers jugés nuisibles. En avril 1940, la gendarmerie et les polices communales établissent des listes d'étrangers suspects. Le 8 mai 1940, 2 jours avant de déclarer la guerre à l'Allemagne, le Conseil des ministres prévoit d'interner tous les étrangers issus de puissances avec lesquelles la Belgique pourrait se trouver en guerre. Près de 6 000 personnes sont arrêtées le 10 mai, sans distinguer rexistes et germanophiles des réfugiés, antifascistes, communistes ou des juifs étrangers et apatrides. Ils sont tous évacués en France dans un chaos indescriptible vers les camps de Gurs, le Vernet d'Ariège et Saint-Cyprien. Ils constituent la grande majorité des 5 835 juifs de Belgique déportés depuis la France vers Auschwitz. Lors de la capitulation, le gouvernement belge s'est exilé à Londres pour ne pas devoir se soumettre à l'occupant, et ce sont donc les secrétaires généraux, c'est-à-dire les plus hauts fonctionnaires des différents ministères, qui doivent traiter avec les envahisseurs. Ceux-ci mettent en place un double système d'occupation,
administration militaire d'une part et police du parti nazi de l'autre. C'est le gouverneur militaire von Falkenhausen, en place à Bruxelles, qui signera et décrétera les ordonnances contre les Juifs. C'est la police politique nazie, la SIPO, qui organisera les déportations à partir de l'été 1942. Au mois d'août, les Allemands transforment la forteresse de Brendonk, à 20 km au nord de Bruxelles, en camp dit de transit. 3500 prisonniers politiques y seront enfermés, affamés et torturés. Avant d'être emmenés à Brendonk, beaucoup auront connu les caves de l'avenue Louise, au 343, puis au 347, siège de la SIPO et de la Gestapo. Les Allemands veulent occuper le pays avec un minimum d'hommes, faire tourner l'économie. Ils entendent pour cela s'appuyer sur la coopération des autorités belges. Il y a, à l'époque en Belgique, des partisans de l'ordre nouveau qui souhaitent un système autoritaire. Mais d'un autre côté, la haine de l'allemand, depuis la guerre de 14, alimente une résistance au moins passive dans de nombreuses couches de la population. L'expérience de 1914 amène les autorités à pratiquer une politique du moindre mal qui va se révéler pour les Juifs vivant en Belgique une politique du pire. Car 90% des Juifs présents sur le territoire national ne sont pas belges. Ils subiront donc de plein fouet les mesures prises par la Belgique à l'encontre des étrangers, avant d'être soumis à des ordonnances antisémites, 17 entre octobre 1940 et octobre 1942. Au départ, les secrétaires généraux refusent de participer à cette politique discriminatoire nazie en invoquant la Constitution belge et la Convention internationale de La Haye. Mais les nazis vont agir progressivement. À Bruxelles, ils n'acceptent qu'un seul interlocuteur, le bourgmestre de Bruxelles. C'est lui qui représente les 19 communes, après avoir discuté avec ses homologues au sein de la conférence des bourgmestres, des mesures à prendre et des exigences de l'occupant. Le premier arrêté interdit l'abattage traditionnel, mais sans mentionner le terme juif, une manière de stigmatiser les juifs sans les nommer. Sur ordre de l'occupant, les Juifs sont chassés de la fonction publique. À Bruxelles, l'ordre de service est signé par le bourgmestre Joseph Van de Meulebroek. Le 31 décembre 1940, 22 personnes sont exclues des services de la ville. Les plus hautes autorités juridiques ne s'opposent pas à l'établissement du registre des Juifs, pourtant contraire à la législation belge. Dès novembre, des fonctionnaires bruxellois établissent un modèle de fiche qui sera utilisé par les autres communes du pays. L'enregistrement commence le 16 décembre 1940 dans l'ensemble des communes bruxelloises. Ces registres de Juifs, rigoureusement tenus jusqu'en 1942, seront communiqués aux nazis. Et ce fichier leur permettra de localiser les familles pour les arrêter et les déporter. À partir du 29 juillet 1941, Gérard Romsey, un des secrétaires généraux qui est partisan de l'ordre nouveau, exige un nouveau recensement de la population juive et l'oblige à faire apposer un cachet iode juif sur les cartes d'identité. Ce recensement sur base ethnique est un manquement grave à la Constitution belge. Dès juin 1941, une résistance administrative se dessine, notamment quand le bourgmestre Van de Meulebroek refuse de céder à l'occupant qui veut le forcer à démissionner. Il sera remplacé par Jules Koolst, son premier échevin, mais avant d'être révoqué le 1er juillet, il fait placarder dans la ville une protestation qui aura un large retentissement. Pendant ce temps, à Anvers, la situation se dégrade tragiquement. Le lundi de Pâques, le 14 avril 1941, 150 sympathisants de la Ligue anti-juive, recrutés parmi les SS flamands, détruisent 200 étalages de magasins appartenant à des juifs et incendient 2 synagogues. De nombreux juifs anversois fuient la métropole et se réfugient à Bruxelles. Le 25 novembre 1941, le gouvernement militaire allemand oblige tous les Juifs à se faire membres d'une association dont le comité directeur est composé de Juifs désignés par les Allemands.
Les statuts sont publiés au Moniteur belge le 21 mars 1942 et la presse clandestine dénonce cette publication illégale au regard du droit belge. Quant aux fonctionnaires de l'Association des Juifs en Belgique, l'AJB, alors qu'ils croient sauver les Juifs belges en recensant les Juifs étrangers, ils constituent de facto un rouage essentiel dans la persécution et la mise en œuvre de la solution finale. Quand l'occupant instaure le travail forcé des Juifs, des employés communaux et des médecins vont aider les Juifs réquisitionnés à échapper à ces mesures, alors que pour les autorités belges, ils sont assimilés à des asociaux, selon la terminologie de l'occupant. Le port de l'étoile obligatoire est introduit en Belgique par l'ordonnance du 27 mai 1942. Elle impose à tous les Juifs de plus de 6 ans le port d'une étoile jaune bien en évidence sur le côté gauche de la poitrine. Cette marque, imposée par les nazis, provoque un mouvement de sympathie et de solidarité chez de très nombreux Belges. Au contraire de ses collègues de Liège et d'Anvers, Jules Koolst, au nom de la conférence des bourgmestres de Bruxelles, refuse que ce soit les communes qui distribuent l'étoile. En effet, parmi ceux qui doivent afficher cette marque, il y a des Juifs de nationalité belge. Ce refus va agir comme un catalyseur de la résistance à l'occupant, une résistance publique qui provoque une prise de conscience. Mais ce refus de distribuer l'étoile jaune est tardif et surtout ne change rien à la politique d'enregistrement des Juifs sur les fameux registres communaux. Ceux que l'on tente de protéger, ce sont les Belges, mais pas les Juifs étrangers qui, au mépris de la Constitution, sont abandonnés à l'occupant. La reine Élisabeth intervient d'ailleurs pour que des Juifs belges échappent aux mesures et plusieurs citoyens, dont certains anciens combattants, écrivent sans succès à Léopold III pour demander sa protection. Le 5 juin, 60 agents de la police bruxelloise sont réquisitionnés par la Feldgendarmerie pour perquisitionner chez d'anciens officiers belges. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'indignation. Les autorités communales se rebiffent et refusent une nouvelle fois. Cette résistance à l'occupant arrive trop tard. En janvier 1942, Hitler a planifié l'extermination des Juifs d'Europe sous l'appellation de solution finale. Elle est mise en œuvre dès juin par Adolf Eichmann, qui planifie les déportations au départ de la Belgique. Pour les Juifs de Belgique, les conséquences sont immédiates. À l'été 1942, ils sont soumis à une véritable traque. Entre juillet et septembre, la conférence des bourgmestres de Bruxelles refuse que les polices communales participent aux rafles. Ce n'est pas le cas à Anvers, où dans la nuit du 15 au 16 août, la police, dirigée par le bourgmestre Léo Deluede, prête main forte aux Allemands et rafle 845 femmes, vieillards, hommes et enfants juifs qui sont emmenés vers Malines avant d'être déportés, pour la plupart à Auschwitz. Entre-temps, les premiers Juifs convoqués soi-disant pour le travail obligatoire ont été transférés à Malines et le 4 août, le premier convoi de déportés a quitté la caserne d'Ossins pour Auschwitz-Birkenau. À Bruxelles, le soir du 3 septembre 1942, les Allemands quadrillent le quartier des Marolles où vivent de nombreux Juifs. Le commissaire adjoint de police témoigne. Vers 20h30, de nombreux policiers allemands ont établi un barrage autour des rues Blas, Miroir, Tanner, rue de la Querelle, Van der Hagen, Terre-Neuve, boulevard du Midi. D'autres se sont répandus dans les rues se trouvant dans cet îlot. Ils se sont introduits dans les maisons et y ont arrêté toutes les personnes juives sans distinction d'âge ni de sexe. Ces personnes ont été embarquées et conduites par des camions allemands vers un endroit ignoré. Nos agents, C et D,
de service de 17 à 21 heures ont été retenus par les militaires allemands de 20h30 à 22h45. Ces derniers ne sont pas intervenus dans les arrestations. Sur chaque maison, sur chaque porte d'appartement, les officiers de la Wehrmacht inscrivent « Judenrein » avant que les lieux ne soient systématiquement pillés. Cette nuit-là, 718 personnes sont arrêtées et emmenées vers la caserne d'Ossing à Malines. 3 semaines plus tard, le 27 septembre 1942, tous les bourgmestres bruxellois sont démis, les 19 communes sont fusionnées et le Grand Bruxelles est constitué. Un bourgmestre d'ordre nouveau est installé. À partir de septembre 1943, les arrestations et les déportations viseront également les Juifs de citoyenneté belge, qui représentent 6% de la communauté juive du pays. À Malines, en attendant leur départ en train, les internés sont consignés dans les chambrées 22 heures sur 24. Ils peuvent recevoir des colis et des vivres pour compléter les rations quotidiennes. 24 908 détenus juifs, hommes, femmes et enfants, transiteront par Malines et aussi 351 tziganes. 27 convois partiront de Malines vers les camps et un transportera des tziganes. Seuls 1195 juifs et 16 tziganes survivront. Sur le sort qui attend les juifs internés à Malines, dès janvier 1943, des témoignages rapportent que leurs effets personnels, photos de famille, papiers d'identité, passeports, lettres et attestations sont saisis et déchirés dans ce camp de transit belge, un signal qui ne laisse aucun doute sur leur destination finale et leur mort programmée. À la fin de l'année 42, les déportés passent de plus longues semaines à Malines, car les nazis ont plus de difficultés à remplir de nouveaux convois, entre autres parce que les autorités belges refusent de les seconder lors des arrestations collectives. Jusqu'en octobre 1942, les polices communales procèdent pourtant encore à des arrestations individuelles. Ensuite, ce sont les Allemands et les collaborateurs belges, dont les fameux chasseurs de juifs, qui vont passer à l'action. Après la rafle de Bruxelles, 9000 juifs seront encore arrêtés et déportés depuis la Belgique. Au total, 37% des juifs de Bruxelles seront déportés. À Anvers, c'est 66%. Par ailleurs, de simples citoyens, des antifascistes, communistes, partisans, membres du Front de l'Indépendance, parmi lesquels de nombreux juifs, ont mené des actions de résistance et ont risqué leur vie pour que la dictature nazie soit finalement vaincue. Ceux qui ont réussi à se cacher, à échapper, devront trouver refuge ailleurs. De nombreux Belges de toute conviction vont cacher des familles entières ou des enfants en modifiant leur nom. Des policiers préviennent les familles d'une arrestation imminente, ou encore tel ou tel facteur jette au feu les lettres de dénonciation. C'est en grande partie grâce à ces héros ordinaires et aux justes parmi les nations que plus de la moitié de la population juive de Belgique a pu échapper à l'assassinat de masse. 24 906 personnes mourront en déportation. Mais les erreurs d'appréciation, les fautes commises par des responsables qui n'ont pas compris que les petits compromis ont souvent d'effrayantes conséquences, doivent nous faire réfléchir. Chacun de nos actes compte. Cette responsabilité, aujourd'hui reconnue, doit servir à rendre justice aux victimes, mais aussi à nous faire prendre conscience de la frontière ténue entre démocratie et barbarie. Souvenons-nous, une civilisation qui oublie son passé est condamnée à le revivre.